bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Santé Plus sur Télésud que j'ai l'honneur de co-présenter avec Agnès Renard, présidente de l'association S3 Odéon. On l'a déjà dit à la précédente édition, mais redites rapidement ce que c'est que S3 Odéon. Bonjour Bernard, l'association S3 Odéon est une association qui a organisé une nouvelle forme de communication grand public autour des enjeux du futur de la santé, c'est-à-dire raconter de manière accessible et audible aux téléspectateurs, le temps d'une après-midi, ce que formera la médecine de demain avec deux enjeux. Qu'est-ce que ça changera pour ma santé et qu'est-ce que ça va changer pour la collectivité? Voilà, c'est un véritable succès et nous vous invitons à regarder l'ensemble des vidéos qui sont disponibles sur Internet et qu'on pourra vous flécher en fin d'émission. Alors l'émission précédente était consacrée à la dépression. Nous continuons sur ce sujet de la dépression. Présentez-nous votre invité, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le docteur Jean-Pierre Thierry, qui est médecin spécialisé en santé publique, qui est aussi conseiller médical de France Asso Santé. Alors deux mots sur France Asso Santé, qui regroupe 85 associations nationales qui militent pour le droit des patients et des usagers. La première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Pierre, c'est alors ce Covid, 3 mois après, qu'est-ce qu'il nous est permis de dire ou de ne pas dire sur les enjeux de cette pandémie, puisque c'est très difficile de faire le tri entre ce que nous entendons à peu près chaque jour avec des informations parfois un peu contradictoires. Alors, où en sommes-nous de l'évolution de cette pandémie? Voilà. Alors, ce qui est peut-être utile de rappeler, c'est que des pandémies de ce type étaient prévues, anticipées, et donc que le risque était connu. Et donc, depuis le début du siècle, il y en a eu un certain nombre. La plus connue, c'est la grippe dite espagnole, mais vous savez qu'on a dit qu'elle était espagnole uniquement parce qu'il n'y avait pas de censure en Espagne au moment de la Grande Guerre, mais elle est plutôt en provenance des États-Unis. Il y en a eu après en 57-58 en France, il y en a eu en 2001, 2009, puis il y a eu le MERS et le SARS, Ebola, qui n'ont pas touché l'Europe. Mais donc l'ensemble des pays, et au niveau international, l'OMS, ont des plans de préparation de gestion de pandémie. Et ce qu'on peut retenir de cette pandémie, c'est que des pays étaient très préparés et ont appliqué les plans à la lettre, et d'autres beaucoup moins. La France, beaucoup moins. La France fait partie des pays qui ont été surpris et qui ont eu du mal à mettre en place l'ensemble des mesures de préparation du plan de pandémie. Et ce qui est encore plus surprenant, vu la production de l'agence spécialisée aux États-Unis, c'est que les États-Unis ont encore moins bien préparé que la France ou que des pays européens. Alors au-delà de cette préparation, on a vu une formidable mobilisation des soignants qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour accueillir les malades qui à un moment donné arrivaient quand même en grand nombre. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon positive? Qu'est-ce qu'il faudrait garder dans les leçons à tirer pour demain en fait? Alors en fin de compte, vous avez deux réactions face à une pandémie. Je reviens sur l'application des plans pandémie de préparation. Ce sont des réactions de suppression, je dis bien, de la pandémie. C'est-à-dire que les pays qui ont réagi immédiatement en appliquant l'ensemble des mesures ont eu excessivement peu de décès. Donc ça, citons le Japon par exemple, je vais y revenir, parce qu'à la fois c'est un pays très peuplé, 126 millions, 3 fois plus dense que la France, et il n'y a que 980 décès aujourd'hui. Bon. Donc ça, c'est des stratégies de suppression. Il n'y a pas de confinement. Alors, je vais y revenir. Il y a une partie de confinement, et donc les pays qui ont adopté les plans de suppression, avec un coût économique, social assez important, dans les plans de confinement et aussi dans la généralisation des mesures barrières, n'ont pas eu besoin de solliciter, d'apporter des réponses extrêmes, de réponses de leur système de santé à l'afflux de patients. Et puis il y a une deuxième vague de pays qui sont dans la diffusion communautaire de l'épidémie, qui ont été obligés d'adopter des stratégies de freinage, en fait, on dit d'aplatir la courbe. Bon. Et donc la France est dans cette catégorie, alors il y en a d'autres, l'Italie bien entendu, l'Angleterre, les États-Unis, pas mal de pays européens, etc. Donc là, dans ces cas-là, une des réponses pour répondre à la question, c'est de mettre au niveau le système de santé pour répondre à un afflux de patients. Malheureusement, il y aura parce qu'on n'a pas été assez rapide pour faire une stratégie de suppression et de contrôle à l'origine de la pandémie.
Bon. Et dans ce cas-là, la réponse française est considérée comme excellente au niveau international parce qu'elle s'est traduite par un triplement du nombre de lits de réanimation, une mobilisation des personnels, des transferts entre les régions très touchées et les régions pas touchées. Et donc ça a contribué sans doute à diminuer un peu la mortalité attendue, évidemment, chez les gens qui ont été touchés et qui ont contracté le Covid. L'ensemble des autres mesures ayant aplati la courbe. C'est-à-dire qu'on est à 30 000 décès. Si on ne l'avait pas aplati, alors c'est des modèles, on aurait peut-être 3 ou 4 fois plus à l'heure où on en parle. Est-ce qu'on peut dire que les stratégies de dépistage qui se sont accélérées d'une certaine manière pour les pays qui étaient mieux préparés ou moins bien préparés, plus l'addition des gestes barrières, est-ce que c'est ça finalement la solution la plus efficace ? Alors, on revient pour parler du Japon, puisqu'on en parlait. Donc, dans les mesures de confinement, aujourd'hui, il y a une université, je ne sais plus si c'est Cambridge ou Oxford, mais bref, qui a fait un indice de confinement. Et on est capable de comparer au niveau international les pays, et ça va de 0 à 100%. Donc, par exemple, nous, entre le 17 mars et le 11 mai, on était à 100%. Ça veut dire que là, vous fermez les écoles, les gens restent chez eux, on ferme les entreprises sauf les services essentiels, on adopte les gestes barrières, etc. Le Japon n'a jamais dépassé 50% d'indice de confinement. C'est-à-dire que les entreprises sont restées ouvertes. Mais ce qui caractérise le Japon, c'est dès février, tout le monde avait des masques. Bon. Donc le masque, je dirais, c'est la réponse prioritaire numéro 1 face à ce type de pandémie, et c'est l'expérience qu'on a des pays asiatiques. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse, ça accompagne des mesures sociales, très certainement la fermeture des écoles, des collèges, des lycées, des crèches, même si on l'a fait, enfin les pays l'ont fait, parce qu'ils avaient le modèle de la grippe pandémique en tête, et les enfants sont le principal vecteur de la grippe. Même de la grippe saisonnière en France. C'est pour ça que les Anglais préfèrent vacciner d'ailleurs les adolescents et les enfants plutôt que les gens très âgés où le vaccin est beaucoup moins efficace, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans la hiérarchie des mesures, on trouve la distance sociale, la fermeture des collèges, des lycées, etc. Le masque en numéro 1. Et puis après, effectivement, on met en place, ce qu'on a vu dans la plupart des pays, ce qu'on appelle tester, tracer, isoler. Et donc ça demande de pouvoir très vite, normalement dans les 24 heures, tester les gens et rechercher le Covid au fond de la gorge. Donc soit on passe par le nez, peut-être demain on passera par la salive, et tout de suite rechercher les cas contacts et isoler tout le monde. Alors moi j'ai une question, c'est comment expliquez-vous la différence de résultats dans les chiffres que nous avons entre la France et l'Allemagne ? Alors l'Allemagne, vous savez que les Chinois ont séquencé le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus responsable du Covid-19, ils l'ont mis sur Internet, tout le monde l'a pris, et les Allemands immédiatement, au niveau d'un CHU qui est la Charité à Berlin, a tout de suite conçu un test qui a été utilisé par tous les Allemands. Et donc tous les laboratoires de biologie allemands, sans injonction gouvernementale centrale, fédérale, ont pris, à partir de la séquence et de la description du test allemand, ont mis en place les capacités de test. Et on n'aurait pas pu faire ça en France ? Alors on l'a fait, mais avec retard par rapport à l'Allemagne, très clairement. On a mobilisé beaucoup moins rapidement que l'Allemagne. Et on a 4 fois plus de morts. Oui, à peu près, oui. Ouais. Alors, pour revenir, le Japon, c'est 9 morts par million d'habitants. Nous, on doit être entre 450 et 500. Et je crois que les Suisses sont à 200, les Allemands sont peut-être, je ne sais pas à combien ils sont en dessous de 200 peut-être aujourd'hui. Si l'on a bien compris qu'il fallait garder son masque, garder la distanciation sociale, probablement se laver les mains quand on sort d'un lieu public, quand on rentre chez soi, c'est un conseil à donner à tous les enfants. On a quand même envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut espérer qu'il sera mis au point un vaccin ? Qu'est-ce qu'on sait maintenant, après 3 mois, presque un peu plus de 3 mois, qu'est-ce qu'on sait de ce virus ? Et est-ce qu'il est possible de mettre à disposition un vaccin alors qu'on a pour coutume de dire qu'il faut des années et des années pour mettre au point ce type de traitement ? Alors là-dessus, moi je ne suis pas un virologue ni un grand spécialiste des vaccins, mais j'observe qu'il y a 130 candidats vaccins. Donc ils s'appuient sur une science quand même qui a énormément évolué avec la biologie moléculaire, même si on n'a jamais mis au point de vaccin pour le coronavirus, c'est-à-dire des industriels évidemment qui sont mobilisés et des États et des organisations internationales qui sont mobilisés. Donc je dirais, si un vaccin sort, c'est une chance sur 130. Donc les probabilités sont assez bonnes. Ce qui pose plus problème, c'est une réaction qu'on doit avoir, c'est les délais annoncés. Alors les délais annoncés pour une raison
relativement compréhensible, c'est dans les délais de mise au point des vaccins, il y a un élément qui est très important, c'est la vérification de la sécurité du vaccin. Je rappelle, le vaccin, c'est le médicament qui doit être le plus sûr dans le monde, puisque la balance bénéfice-risque doit être optimale, puisqu'on va le donner à des gens qui ne sont pas malades. Donc c'est un médicament préventif, donc évidemment on cherche qu'il y ait le moins possible d'effets secondaires. Alors là, cette phase, elle va être adressée, mais elle risque d'être très très courte. Donc ça, c'est une préoccupation. Bon, maintenant, la mobilisation pour aller très vite, elle n'a jamais été aussi importante. Mais en même temps, deuxième bémol, dans un contexte de guerre, il y a toujours eu des gens qui bénéficiaient des contextes de guerre. Donc ce qu'on appelle des profiteurs de guerre. Et donc il y a un débat aussi au niveau international, qui recoupe d'ailleurs le futur prix de ce médicament et du vaccin, pour penser qu'il faut se méfier des effets d'aubaine et de l'aspect économique lié à la stratégie des entreprises pharmaceutiques dans le domaine. Mais il ne faut pas empêcher quand même les entreprises pharmaceutiques qui mettent au point un vaccin d'être rétribuées pour le travail qu'elles ont fait. Non seulement on ne l'empêche pas, mais on est dans un système économique où quasiment elles ne prendront aucun risque en réalité. Oui. Donc elles ne prendront aucun risque dans la mesure où si on veut avoir un vaccin très vite, et on peut le comprendre d'un point de vue de la gestion économique, si je suis obligé de mettre en place une capacité de production et que le vaccin ne marche pas ou que l'épidémie est disparue, oui. À ce moment-là, le marché ne sera pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, vous avez des contributions d'État, soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe ou au niveau international autour d'organismes qui sont Gavi et CEPI, avec une très grosse contribution d'ailleurs de la fondation Bill et Melinda Gates, où une partie de la mise en œuvre de production est déjà couverte a priori par des subventions. Oui. Alors merci de ce message plein d'espoir. Pour autant, il va falloir apprendre à vivre dans l'incertitude, à vivre avec ce virus. Finalement, on ne sait pas encore combien de temps, on ne sait pas s'il y aura un rebond, on ne sait pas combien de mois on va devoir vivre avec ce virus. Et j'aimerais aborder avec vous la question des malades dans le système de soins, dans les systèmes de soins, parce qu'on sait qu'un certain nombre de téléspectateurs ont peur en fait de contracter le virus et ont finalement renoncé aux soins. Un certain nombre de consultations ont été annulées. Alors comment réorganiser la prise en charge de celles et ceux qui malheureusement souffrent d'une pathologie chronique par exemple? Comment il est possible de réorganiser les choses à moindre risque et tout en ne perdant pas des chances de guérison sur d'autres maladies en fait? Alors là, il y a plusieurs problèmes. Vous avez raison de rappeler, on ne sait pas trop bien ce qui va se passer. Donc on est dépendant des savoirs sur ce type de pandémie et malgré tout sur les comportements de ce type de virus, mais aussi des modèles épidémiologiques et mathématiques. Donc on est sur un horizon, alors il y en a qui parlent de rebond par exemple à l'automne et à l'hiver, mais on est sur un horizon de 2 ans par exemple. Donc, mais ces 2 ans jusqu'à ce qu'il y ait une immunité collective suffisamment grande, alors ça dépend des modèles, ça peut être de 50% à 80% de la population qui a contracté le virus, et je rappelle, sans doute, 50% des gens ne font quasiment pas de symptômes. Bon. Comme la grippe d'ailleurs, la plupart des gens ne font pas de symptômes quand ils font la grippe, enfin surtout s'ils sont jeunes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, les effets effectivement des mesures barrières posent la question de l'accès aux soins. Alors, pour des pays qui n'ont pas des capacités d'offres sanitaires exceptionnelles, là il faut encore une fois insister sur l'importance des mesures préventives de suppression de la pandémie. Donc vous avez par exemple, c'est cité sur la Grèce qui a très peu de cas et très peu de décès. La Grèce a vraiment très vite réagi parce qu'elle n'était pas sûre que son offre sanitaire soit suffisante s'il y avait énormément de patients. Bon. Donc je dirais, si on a une offre sanitaire, c'est-à-dire si on n'a pas le nombre de lits de réanimation, le nombre de respirateurs, la capacité des médecins aussi à prendre en charge, il ne faut pas louper absolument les mesures immédiates de contrôle de la pandémie dès le départ. Bon, ce qu'ont fait plusieurs pays dans le monde quand même, pas seulement les pays asiatiques. Alors maintenant, si on est obligé de limiter l'accès aux soins de facto parce qu'on a pris des mesures de confinement strictes, d'aplatissement de la courbe, là on est face à des difficultés réelles, c'est-à-dire c'est un vrai sujet ça. Il va y avoir des pertes de chance effectivement et du renoncement aux soins, donc on le saura dans le temps quand on aura des statistiques éventuelles de surmortalité. Les cardiologues ont déjà dit qu'il y a eu beaucoup moins de diagnostics d'infarctus du myocarde et d'AVC.
Bon. Après, les cancérologues disent qu'il y a une perte de chance parce qu'on a décalé le dépistage. En réalité, il faudra regarder ça avec un peu de recul, dans les deux cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, pour plein de raisons. Néanmoins, il faut partir du principe qu'il y a bien eu une perte de chance. Donc, dans ce cas-là, il faut, si on a loupé le contrôle de la pandémie dès le départ et qu'on a été obligé d'appliquer ces 2 mois, il y a plusieurs solutions qu'on peut envisager, qui sont valables à l'échelle internationale. C'est de recourir à la télémédecine dès que possible, donc qui est un bon moyen de pallier évidemment la diminution des consultations, etc., y compris en urgence. Donc ça, c'est une réponse. Ensuite, il faut essayer de revenir le plus rapidement possible aux conditions normales. Alors si je reviens à cette période de 2 ans avant l'immunité collective ou le vaccin, on a un challenge parce qu'il faudra quand même rester prudent et les conditions liées à cette recherche de la prudence pour éviter qu'il y ait des foyers fait que malheureusement les capacités opérationnelles des établissements de soins risquent d'être diminuées pendant assez longtemps. Donc là, ça demande des arbitrages. Est-ce qu'on prend les cas graves? Qu'est-ce qui peut être traité par télémédecine à distance une fois qu'on passe la vague d'alerte où c'est la seule solution qu'on ait quasiment? Tout ça doit se regarder dans le détail, mais je veux dire, ça va dépendre là aussi des systèmes de santé. La stratégie, s'il y a un rebond, est-ce que la stratégie sera la même, c'est-à-dire confinement généralisé, ou est-ce qu'on fera maintenant, comme par exemple à Pékin en ce moment, quand il y a ce qu'on appelle un cluster, des cas groupés, à ce moment-là on isole simplement une partie du pays, de la ville ou de la région ou de... Alors ce que disent, dans le débat des épidémiologistes, ils remarquent quand même que ce virus ne s'est pas comporté comme une grippe saisonnière classique. Vous savez, quand il y a le réseau Sentinelle en France où on a un peu la carte, on a une carte de diffusion quasiment en temps réel des épidémies. Et là, on voit que ça touche, c'est en peau de léopard en fait. Donc il peut y avoir dans des pays des régions qui sont très peu touchées et d'autres qui sont très touchées. Donc les facteurs sont un peu identifiés. C'est très lié à la densité de population en réalité. Donc peut-être que... Conditions sociales ? Conditions sociales, mais souvent c'est lié. C'est-à-dire si vous avez beaucoup de monde dans peu de mètres carrés, etc. Et en plus, vous savez que, en tout cas en Europe, les critères, les déterminants de la santé fait que c'est dans ces populations les moins favorisées qu'on aura le plus de facteurs de risque. Puisqu'on a le profil de risque du Covid-19, c'est les gens de plus 65 ans et ayant des comorbidités. Bon. Donc, et c'est exponentiel à partir de 65 ans, et donc à partir de 80 ans, c'est très élevé. Et évidemment, au-dessus de 65 ans ou de 80 ans, on trouve beaucoup de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc malheureusement, chez les gens éventuellement plus jeunes, dans les populations défavorisées très denses, c'est là où on va trouver à la fois les facteurs de risque, donc chez les gens qui vont être plus jeunes et qui vont être très touchés. Si on ne les a pas encore, les données ethniques en France, on verrait comme en Angleterre, aux États-Unis, sont les minorités ethniques qui sont les plus touchées, parce que c'est elles qui travaillent dans les zones les plus denses, qui ont les travaux les plus exposés et qui ont le plus de facteurs de risque. Et il y a peut-être aussi les facteurs génétiques, mais qui seraient très certainement secondaires. Je reviens sur les conseils qu'on peut donner à nos téléspectateurs. On a compris qu'il ne fallait pas attendre et ne pas hésiter à contacter son médecin si on pense que c'est utile, puisque finalement, il y a quand même des organisations aujourd'hui qui permettent de prendre en charge des malades en dehors de celles et ceux qui sont pris dans le parcours du Covid. Mais je voudrais réinsister sur l'apport de la nouvelle technologie, puisque vous l'avez cité, la télémédecine. Est-ce que le téléphone, demain, dans cette pandémie, mais aussi dans des pandémies futures, vous pensez que ce sont des outils qui vont se développer et qui seront utiles pour accompagner les patients, et y compris pour prévenir? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Alors, déjà, le bon réflexe, c'est dès qu'il y a un syndrome grippal, même faible, si c'est quelqu'un de plus jeune, c'est de s'isoler. Bon, et si on peut, c'est de se tester. Mais je dirais, à défaut de test, l'isolement est une bonne idée. Ensuite, c'est le port du masque, on en a parlé. Bon. Ça, c'est dans les méthodes de prévention. Mais tester, isoler, tracer, c'est tout de suite la recherche des cas contacts, et une grande partie seront asymptomatiques. Donc là, on les met en quatorzaine, et c'est comme ça qu'on contrôle l'épidémie. Alors maintenant, chez les gens qui tombent malades, oui, la télémédecine est une bonne solution pour 2 raisons.
D'abord, ça on le sait en Italie, c'est que les lieux de soins sont un des lieux de contamination majeurs. Donc au début de l'épidémie dans le nord de l'Italie, on s'est aperçu que quand les gens allaient consulter, etc., c'est là qu'ils contaminaient les autres. Donc il y a le foyer, mais le foyer c'est assez limité en fin de compte. Et on sait que les enfants sont moins contagieux que ce qu'on pensait, mais dès que vous êtes dans un lieu où il va y avoir beaucoup de patients, etc., c'est là où vous prenez des risques. Donc tout ce qu'on peut faire à distance, on peut le faire à distance, y compris les tests. C'est pour ça que vous avez des drive-in de tests et que demain, on l'espère, il y aura quasiment des autotests virologiques qu'on pourra distribuer à domicile. On ne demandera pas aux gens de venir dans les laboratoires de biologie ou à l'hôpital. Et de nombreux téléspectateurs de Télésud, même peut-être une majorité, se trouvent dans les pays africains, oui. Enfin de l'Afrique francophone en particulier. Et que pensez-vous de l'évolution de l'épidémie ou de la pandémie là-bas? C'est quand même des différences avec ce qui se passe en Europe. Oui, alors, et ailleurs. J'espère que tant mieux. Alors, bien sûr, les gens disent qu'il y a une sous-déclaration, mais globalement, la catastrophe africaine qui a été envisagée à un moment n'est pas arrivée aujourd'hui objectivement. Donc, il y a beaucoup moins de cas que prévu. Alors, néanmoins, le risque existe toujours. Après, les explications, elles sont différentes. À un moment, on a parlé de la saisonnalité et de la sensibilité du virus à la température, etc. Mais si on regarde le Brésil, on voit que ce n'est pas vrai. Donc, ça peut être... En fait... Après, il y a des choses structurelles, c'est-à-dire si la population est plus jeune, par exemple, il y a beaucoup moins de cas. Enfin, il y a beaucoup moins de cas graves, il y a beaucoup moins de Covid graves. Ensuite, ça va dépendre de la densité de la population. Et malgré tout aussi, on trouve l'effet de la saisonnalité en dehors des zones ultra-denses. On le retrouve parce que dès qu'on peut aérer une pièce ou être dehors, on diminue le risque, en réalité. Vous savez que la saisonnalité des virus, même de la grippe, dans un pays comme la France, c'est plus grave l'hiver parce qu'on est beaucoup plus dans des pièces confinées où les virus resteront dans l'air. Donc voilà, ces facteurs ont pu jouer, il peut y en avoir d'autres. On parle aussi que la population africaine est plus costaud d'une certaine façon au niveau immunitaire, malheureusement parce qu'elle est plus exposée à d'autres virus. Il peut y avoir plein d'explications, etc. Mais néanmoins, alors c'est une bonne nouvelle parce que l'offre sanitaire dans beaucoup de pays africains n'est pas du tout au niveau pour accueillir une vague comme on en a eu malheureusement en France. Donc voilà, mais là on peut revenir sur les réactions que certains africains ont vues. Moi je ne suis pas spécialiste dans mes lectures, d'avoir immédiatement des bons réflexes de confinement d'emblée, ça a pu jouer, oui. Est-ce qu'un dernier mot sur les pandémies à venir? Vous nous avez dit qu'en fait, on entrait dans une ère de pandémie qui était prévisible. Est-ce que demain, vous avez l'impression que ce type de situation va se répéter et qu'on va devoir vivre avec ce niveau d'incertitude permanent? Ou est-ce que finalement, vous avez le sentiment qu'au fur et à mesure, on trouvera des solutions pour pallier, comme on l'a fait sur d'autres maladies? Est-ce qu'on vivra quand même dans le besoin de développer de plus en plus de connaissances autour de ces virus, ou est-ce qu'on arrivera à les éradiquer en fait? Il y a des gens qui ont pu paraître comme étant des Nostradamus parce qu'ils ont décrit, je ne sais plus, il y en a plusieurs, exactement en disant « mais moi je l'avais prévu ». En réalité, si vous prenez les pages des livres ou des rapports qui ont été écrits par les épidémiologistes, j'en ai un en tête qui apparaît du CDC aux États-Unis, mais il vous décrit exactement ce qu'on a vécu. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est oui, le risque pandémique a augmenté depuis le début du siècle, et c'est principalement lié à deux facteurs, c'est les transports et les changements climatiques, dès qu'on regarde les virus transmis par les moustiques. Bon. Donc oui, le risque a augmenté, il va être très présent, et il va augmenter, et notamment une partie du risque aussi est expliquée par l'industrialisation de l'élevage de porcs et de poulets, par exemple. Bon. Donc oui, le risque existe, et on doit s'attendre à une autre pandémie très certainement. Alors on ne sait pas quand, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, mais oui. Et qui pourrait être beaucoup plus grave. Alors, c'est assez intéressant parce que sur le coronavirus, des très grands experts se sont trompés parce qu'ils avaient l'expérience du MERS et du SARS. Vous savez qu'il y a 4 coronavirus en circulation depuis des dizaines d'années, et un rhume sur 4 qu'on fait en France depuis 30 ans, c'est un coronavirus en fait. Bon, alors on ne sait pas ce qui s'est passé la première fois qu'il est arrivé comme maintenant, mais il y a peut-être 2 siècles, peut-être que ça a été très grave. Mais les 2 derniers coronavirus, on avait raison de le prendre au sérieux, c'est le MERS et le SARS. Enfin le SARS et puis ensuite le MERS. Donc ça a été très vite contrôlé.
Mais ils étaient beaucoup plus mortels que celui-là, donc beaucoup moins contagieux. Parce que souvent, plus c'est mortel, moins c'est contagieux. Mais si c'est très contagieux et un tout petit peu plus mortel que la grippe, on est dans la situation actuelle. Donc pour répondre à votre question, ils se sont un peu trompés sur la gravité, parce que honnêtement, tout le monde s'attendait plutôt à une pandémie, à un virus grippal beaucoup plus dangereux que celui-là. Et notamment parce que ce qui fait peur aussi dans les virus grippaux qui viennent du monde animal, donc qui passent de l'animal vers l'homme, ils s'appellent H quelque chose, N quelque chose, c'est que dans le passé, souvent ils tuaient des jeunes. Oui. Bon. Ce qui n'est pas le cas avec le coronavirus, quoi. Docteur Jean-Pierre Thierry, je vous remercie d'avoir participé à cette émission Santé Plus de Télésud. Merci beaucoup, Agnès Renard. Merci beaucoup. À bientôt pour la prochaine émission Santé Plus.